Alors, est-ce que les préalables fixés par le cardinal Toumi et consorts, à savoir déposer les armes, le cardinal suggère que le gouvernement arrête les opérations militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, les sécessionnistes également déposent des armes et que tous ceux qui ont été interpellés dans le cadre de cette crise soient libérés. Est-ce que ces préalables sont pour vous inadmissibles comme le suggèrent certains? Mais dans toutes les guerres au monde, oui, lorsqu'advient le moment de discuter, on prononce le cessez-le-feu. C'est nouveau ça. Depuis que l'humanité existe, lorsqu'il faut reprendre le dialogue, d'abord, parfois, on prononce le cessez-le-feu, non pas tant pour dialoguer. On peut prendre du répit pour une raison ou pour une autre. On a même vu des répits dans des guerres juste pour une fête religieuse, oui, par exemple. Ça s'est vu dans d'autres parties du monde. Donc, que le cardinal Christian Toumi demande, d'abord aux sécessionnistes, de déposer des armes, ceux qui sont dans la brousse, oui, et qui, de temps en temps, sortent de brousse pour tuer un policier, pour tuer un gendarme. Parce que, vous savez, il faut y aller pour comprendre. Moi, je me suis dit, si c'était mon village, imaginez dans votre village, M. Oui. Jean-Bruno Tagné, vous connaissez les pistes et autres. Et puis on envoie des militaires de Yaoundé, vous contrôlez dans votre village. Mais ils circulent dans la rue. Et vous êtes dans votre forêt. Donc vous sortez de là de temps en temps, vous tirez sur qui vous voulez, et vous repartez en courant dans la brousse, puisque de toute façon, une fois que vous êtes dans votre brousse, vous ne pouvez pas être rattrapé. Et même, vous voyez des images des personnes décapitées. Mais en fait, moi, je vois des images incroyables. Parfois, je me demande si c'est vraiment du Cameroun qu'il s'agit encore. Est-ce qu'il n'y a même pas déjà une transhumance des chefs de guerre qui ont fait leur macabre preuve ailleurs en Afrique? Il faut que ça s'arrête. Donc, en clair, je crois que toutes les parties la proposition des armes. Je dis, mais c'est vieux comme le monde. C'est pas le cardinal Christian Toumi qui crée ça. C'est pas moi ici qui vais créer cela. Dans tout conflit, quand il arrive le moment de discuter, on peut, pendant une période, décider de poser les armes, de déposer, voilà le terme consacré, de déposer les armes et de discuter. D'où voit-on que ce soit, là encore, quelque chose d'extraordinairement mauvais? Alors, interrogé par Cameroun Tribune cette semaine, Vincent Toudaï-Bodé, qui est professeur d'université, estime que demander à l'armée de cesser ses opérations militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest est tout simplement inacceptable parce que l'État détient, dit-il, le monopole de la violence légitime. Ben, je vous le dis encore. Et que demander au gouvernement de cesser le feu, c'est abandonner ces populations-là aux sécessionnistes. Des États plus puissants que le Cameroun ont, dans des conflits, déposé des armes au moment de discuter. Les Américains, les Russes, les Chinois, et tout ce que vous voulez, les Pakistanais, des États même qui ont l'arme atomique. Donc je veux bien, et je comprends le professeur Toudaï Bodé, il est défenseur de la souveraineté. Dans une situation de guerre asymétrique, où il y a deux groupes de combattants, il y a le groupe souverainiste, le groupe étatique, c'est-à-dire les hommes en tenue, et de l'autre côté des personnes non clairement identifiées. Qualifiées ici de bandits, de terroristes, tout ce que vous voulez, mais toujours est-il que c'est un groupe de combattants, puisqu'ils ont des armes, d'ailleurs sans cesse sophistiquées. Donc je peux comprendre la posture du professeur Toudaï Bodé, qui est celle de la souveraineté étatique, de la force de l'État, qui, dans ces circonstances, pourrait être vue comme affaiblie, ou alors courbant les chines devant une bande de combattants non conventionnels. Mais j'ai envie de dire au professeur Toudaï Bodé, d'ailleurs ce n'est pas à moi de le lui dire, puisque lui-même l'enseigne à ses étudiants, s'il n'a jamais enseigné à ses étudiants le cas de la Colombie, ben, il faut peut-être qu'il pense à le faire. Et d'autres cas, l'ETA, même en France, on l'a vu. C'est difficile, effectivement. Mais il faut mettre au-dessus de... Vous savez, on n'est plus à un niveau où il faut avoir des considérations d'orgueil. On est dans une guerre qui oppose des Camerounais aux Camerounais. Et pour une situation totalement ubuesque, j'aime toujours revenir là-dessus. Lorsque le 4 mars 1916, le Cameroun avec K devient un butin de guerre, parce que l'État qui a colonisé ce Cameroun avec K, qui est né en juillet 1884, avec le traité germano-douala, parce que celui-là, l'Allemagne, avait perdu la guerre. La Première Guerre mondiale. Le butin de guerre est partagé entre deux vainqueurs. L'un prend une grosse part, l'autre une petite part. Ça a commencé là. 45 ans de vie séparée jusqu'en 61.
11 ans de cohabitation jusqu'en 72. On vient de loin. C'est un acquis. Mais avant le 4 mars 1916, nous étions tous frères et sœurs. Bafout, Bakweri, Bassa et Wondo. Nous étions là. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il faut que les frères et sœurs s'asseyent à nouveau, comme dans une famille, pour discuter et trouver la paix, que l'on commence à avoir des considérations de cette nature. Je le concède volontiers au professeur Toudé Baudet, mais là, il ne s'agit plus d'avoir une perception ou une appréhension d'universitaire. Moi, je suis un homme politique, j'ai la prétention de diriger un État et je ne me comporterai pas en universitaire, je me comporterai en père de famille. On l'a pris aujourd'hui, la décision a été prise hier. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de gracier Madame Simone Gbagbo et 800 autres personnes interpellées dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Beaucoup veulent que le Cameroun en prenne de la graine. Est-ce que vous diriez pareil? Exactement. Les actes qui sont pris par le président Ouattara apportent la démonstration déjà faite ailleurs de ce qu'il n'est jamais tard de retrouver les chemins de la paix, de la concorde. Et vous savez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Que de morts, que de sang versé. Mais Ouattara aujourd'hui, avant de partir, puisqu'il a renoncé à remplir à nouveau, oui, avant de partir, décide de laisser un État qui se porte bien. Et c'est la même suggestion que j'aurais envie de faire au président Biya, qui, de toute façon, à l'âge qu'il est aujourd'hui, doit davantage se comporter comme un père. Et quand on est à ce niveau-là de sa vie, quand on a eu la grâce de diriger un pays pendant si longtemps, 36 ans, quand on a eu la grâce divine de vivre aussi longtemps, à la haute responsabilité, 85 ans, comme c'est le cas, je peux me tromper, mais 33, 86, ça fait, je ne sais plus. Oui. Aujourd'hui, le président Biya, je crois qu'il doit davantage être mu par la nature, la qualité de l'héritage qu'il va laisser à ses propres enfants. Je rappelle que son premier fils est mon aîné déjà. Donc, lorsqu'on est dans cette posture-là, effectivement, et je suis heureux, vous savez, je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai appris par quelques indiscrétions que le président Ouattara et le président Biya étaient plutôt de bons amis et qu'ils échangeaient régulièrement. Tant mieux. Donc, je ne doute pas un seul instant que le président Ouattara, si ce n'est pas encore fait, je le leur suggère, qu'il lui en touche un mot, qu'il pense à laisser un pays vivable, un pays dans la concorde, un pays où les uns et les autres se parlent encore. À son âge, on doit pouvoir transcender. C'est pour ça que je disais, plutôt que d'écouter un universitaire qui est dans la verve souverainiste, plutôt que d'écouter un ministre qui peut être mu par des règlements de compte et plus sa volonté de domination ou de dominateur, lui, il doit jouer le rôle de rassembleur. C'est ce que je lui suggère, de jouer véritablement son rôle de père, voire de grand-père. Vous lui demandez là de faire des compromis. L'en croyez-vous capable? Mais bien sûr, il en a déjà fait par le passé. Rappelez-vous, la guerre avec le Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Beaucoup de compromis ont été faits, alors qu'il y avait eu beaucoup de morts aussi. Vous vous en souvenez. Mais là, de voir le sang couler, à un moment, le président Biya et le président nigérian de l'époque ont dû s'asseoir, ont fait chacun des compromis. Ça nous a permis aujourd'hui de retrouver la paix et la concorde entre nos voisins nigérians. La présidentielle du 7 octobre prochain va incontestablement, enfin, le problème anglophone va incontestablement vampiriser en quelque sorte la présidentielle du 7 octobre prochain. Concrètement, que propose le candidat Cabral Libye pour sortir de ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Ma proposition part de la qualification que je fais de la crise. Pour moi, ce n'est pas une crise séparatiste. Pour moi, ce n'est pas une crise indépendantiste. C'est une crise autonomiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous dites anglophone, dites francophone, le suffixe phone renvoie au locuteur d'une langue. Sauf que l'évocation d'une langue ne doit pas être faite à la légère. La langue structure profondément la personnalité d'un individu, la personnalité de l'homme. La langue est un indice ou un indicateur d'appartenance. En fait, la langue vous relie à vos sources. Lorsque vous vous exprimez en français, même si vous êtes bassa comme moi, vous prenez vos sources aussi en France.
dans la culture française. Lorsque vous vous exprimez en anglais, même si vous êtes Bansoa, Banso, Bafout, Woum, Widikum, vous prenez aussi vos sources en Angleterre. Et c'est ça le nœud du problème. Personne n'avait soupçonné que la greffe que nous poserions en 1972 montrerait très vite des insuffisances. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partait de 45 ans de vie séparée, puis de 11 ans de cohabitation, c'est-à-dire 61-72, et nous avons cru que simplement par un référendum vite fait, que tout cela se mettrait, que la greffe prendrait. Eh bien, elle n'a pas pris. Alors, donc, je reste convaincu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'il faut donc autonomiser les régions. C'est pour ça que nous sommes pour le régionalisme. Non pas le séparatisme, non pas l'État fédéral. Bon, d'aucuns diraient le fédéralisme à 10, si on veut. Mais de toute façon, la semence existe déjà dans la Constitution de 96. Même si c'est un régionalisme, une sorte de miroir aux alouettes, comme on dit. Mais la semence est déjà là. L'idée, c'est d'autonomiser les 10 régions du Cameroun. Parce que le vrai problème qu'il y a, le non-dit qu'il y a derrière la crise anglophone, c'est l'extrême centralisation du pouvoir. Et les anglophones le subissent plus que les francophones, parce qu'ils sont minoritaires. Ils ont le sentiment d'être assimilés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le disent. Hein. Oui. Et même des francophones très respectables, comme M. Aboué Machoï, a eu à le dire très publiquement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les récriminations des anglophones ne datent pas d'aujourd'hui. Des assises existent sur la question éducative, par exemple. Je sais qu'il y a une commission mixte, par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, qui travaille depuis belle lurette. Des résolutions ont été prises bien longtemps avant la crise anglophone, mais dormaient dans des tiroirs, jusqu'à ce que ça éclate en novembre 2016. Donc, il faut régionaliser le Cameroun, affecter une autonomie aux régions, des compétences aux régions, des attributions aux régions, pour que le reprofilage d'une route à Debouncha n'attende plus la validation du MINPAT à Yaoundé. Ça peut être fait par la mairie là-bas. Ça peut être fait par le conseil régional. C'est de ça qu'il est question. Pour sortir de cette actualité, je vais vous faire réagir rapidement sur un dernier sujet d'actualité. Une folle rumeur a embrasé les réseaux sociaux selon laquelle on aurait retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Dieu merci, c'est simplement une rumeur. Aujourd'hui, de votre position, vous parcourez le pays de temps en temps, est-ce que vous croyez le Cameroun capable d'être prêt le jour dit? Vous savez, depuis que j'ai vu les Camerounais réunir 29 millions pour payer ma caution en 9 jours, je le savais déjà avant. On en parlera. Je le savais déjà avant, je sais les Camerounais capables de l'impossible. Oui. Pour peu qu'il y ait de la volonté. Pour peu que les intérêts personnels et égoïstes ne prennent pas le pas sur l'honneur de la République. Nous avons obtenu cette CAN dans des conditions difficiles. C'est d'ailleurs le lieu de remercier tous les Camerounais qui ont œuvré, en tête desquels l'ex-président de la CAF, M. Issa Hayatou, qui avant de partir a offert ce cadeau à son pays. Vous vous rappelez du contexte de l'époque? Beaucoup de personnes s'y opposaient. Je ne parle pas seulement du Cameroun, partout ailleurs en Afrique. Mais il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui ont toujours pensé que par nos incompétences, nos errements, nous ne serions pas capables d'organiser une CAN. Le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. Alors j'enjoins à ceux qui sont en charge de ce dossier de tout faire pour ne pas nous faire perdre la face, de tout faire pour ne pas nous humilier aux yeux du monde, de nous permettre d'organiser cette CAN. Pourquoi on est si en retard? Pourquoi c'est si difficile de passer des marchés? Pourquoi c'est si difficile? Mais encore que, on sait que certains de ces marchés ont été gagnés par des pontes du régime. J'ai entendu des choses et d'autres sur le marché du stade de Garoua concernant certains hauts commis de l'État, mais tant qu'à faire. On dit de certains d'entre eux qu'ils ont des prétentions de rester après le président Biya. Mais avec quel bilan? Non. Il ne s'agit pas de discuter. Il ne s'agit pas de conjecturer. Il ne s'agit pas de commenter des rumeurs. Il s'agit de relever le défi. C'est de cela qu'il est question. De toute façon, l'élection, c'est le 7 octobre. Si eux ne l'ont pas fait, nous, on le fera. Bien.